Le Laos. Un pays d'une beauté incroyable. Traversé par le fleuve Mékong. Un pays de montagnes et de forêts tropicales denses. Une des terres les plus préservées en Asie du Sud-Est. Un écrin de vie sauvage. Au fil des millénaires, ce fleuve puissant a façonné le paysage. Il joue un rôle dans la survie d'innombrables créatures menacées. Du magnifique gibbon au pan haut en couleur ou au macaque chapardeur. Le Laos offre une incroyable variété de spectacles. Les montagnes du nord du Laos. Un véritable paradis irrigué par le Mékong. Le vaste réseau des affluents du Mékong crée des poches de forêts vierges dans toute la région. Ces enclaves offrent un refuge à de nombreuses espèces grandement menacées. Une portion de la province a été intégrée à la réserve naturelle de Bokeo. Un sanctuaire de 1230 km² créé en 1997 pour sauver une espèce de l'extinction. Le gibbon noir. On dénombre entre 1300 et 2000 individus dans la nature. C'est l'un des primates les plus menacés au monde. Un animal élégant, parfaitement adapté à la vie dans les cimes. Un tel spectacle est rare. Une femelle est en train de se nourrir. La femelle a une fourrure plus claire, avec une touche de noir sur la tête. Son partenaire et son petit jouent à proximité. Contrairement à la femelle, le mâle arbore une fourrure noire. Toute la journée, la famille passe de branche en branche en quête de nourriture. La famille Gibbon est très unie. Ce jeune mâle restera auprès de ses parents pendant plus de 3 ans, même après une seconde naissance. Deux heures avant le coucher du soleil,
La famille profite de la lumière pour regagner leur perchoir au bord du fleuve. Depuis sa source au Tibet, le Mékong a parcouru près de 2000 km avant de rejoindre la province de Bokeo, au nord-ouest du Laos. Il longe brièvement la frontière birmane, parcourt 1700 km au Laos, le long de sa frontière occidentale avec la Thaïlande. Les gibbons, comme beaucoup d'autres animaux tropicaux, vivent dans les cimes des arbres, là où se concentre la nourriture. Ceux qui ne vivent pas dans les arbres se tournent vers le Mékong pour leurs besoins. Les affluents et les marais du bassin du Mékong accueillent une multitude d'oiseaux piscivores. Un couple de martins-pêcheurs pie est perché au-dessus de l'eau. Cette espèce de martin-pêcheur a la particularité de ne pas plonger depuis un perchoir. Le mâle fait du vol stationnaire à 10 mètres de hauteur et repère une proie. Le martin-pêcheur a une vue excellente hors de l'eau comme sous l'eau. Mais cela ne marche pas à tous les coups. Il nettoie son bec et rejoint sa partenaire. Le mâle arbore 2 bandes de couleur noire sur la poitrine. La femelle porte, elle, une bande discontinue. Elle a eu l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Lorsqu'elle touche l'eau, une membrane vient protéger chaque œil. En l'absence de petits à nourrir, la prise lui revient. Le mâle va devoir faire mieux. Le vol stationnaire est une compétence particulière. Les martins-pêcheurs sont les plus grands oiseaux capables de cela. Ils battent des ailes horizontalement pour être stables sans avancer. Cette fois, il réussit. C'est le mois de mai, le début de la saison humide. Les vents de mousson poussent l'humidité depuis l'océan vers l'intérieur des terres. Les nuages, mus par le vent, épousent la forme des reliefs. Ils déversent leur trop-plein d'eau sur les forêts qui bordent le Mékong.
Le pays est alors transformé. Les points d'eau se remplissent. Insectes et invertébrés pullulent. Très vite, les oiseaux suivent. Des échasses blanches et d'autres échassiers débarquent par milliers pour se reproduire. Ces marais autour des affluents du Mékong accueillent aussi un drôle de primate. Le macaque à face rouge. Surnommé également macaque-ours, il est couvert d'une longue fourrure épaisse et sombre. Son visage d'un rouge éclatant se remarque aisément. Mais avec l'âge et l'exposition au soleil, il prend une teinte foncée. Les petits sont tout blancs. Leur fourrure ne s'assombrira que vers l'âge de 4 mois. Comme chez l'homme, mâles comme femelles sont victimes de calvitie en vieillissant. La troupe est arrivée au pied d'arbres fruitiers. Les singes se délectent des gousses. Ces macaques vivent en groupe de 5 à 60 individus, mâles et femelles. Ils vivent dans les forêts le long du Mékong, mais leur population est en déclin. La troupe est dirigée par un mâle dominant. Maintenir l'ordre est un travail à plein temps. Les mâles de rang inférieur sont nombreux dans la troupe. L'important est de garder ses prétendants à distance de son harem de femelles. Ces attaques sont nécessaires pour consolider la hiérarchie. Mais ces macaques sont prompts à se réconcilier. Le mâle dominant scelle leur soumission d'un baiser. L'ordre rétabli, ils retournent se nourrir auprès d'un cours d'eau. Le reste de la troupe se montre plus intéressé par les délicieuses gousses. Une épaisse fourrure protège les adultes de la pluie. Les bébés s'abritent sous leur mère. Les jeunes n'ont pas autant de chance. Sans fourrure épaisse, ni autre protection, ils se réfugient sous les arbres. La journée touche à sa fin. Le mâle dominant reconduit la troupe dans la forêt.
tout le monde suit promptement. Enfin, presque tout le monde. Le danger est omniprésent la nuit. Les arbres où ils dorment sont cachés parmi les rochers. Un lieu sûr pour passer la nuit. Plus bas sur le Mékong, loin de la réserve de Bokeo, résonnent dans la jungle les cris d'une autre espèce de gibbon. Il s'agit là d'un gibbon lard mâle. Il rappelle à ses voisins de chaque côté du fleuve que là se trouve son territoire. Il existe 7 espèces de gibbons au Laos. Ils ne nagent pas. L'eau forme donc une barrière naturelle entre chaque espèce au sein d'une même région. Contrairement à leurs cousins noirs, les gibbons lards mâles et femelles ont la fourrure foncée ou claire. Leur visage est borné d'une ligne de fourrure blanche. Présente sur les mains et les pieds, elle leur vaut le surnom de gibbon à main blanche. Les gibbons passent le plus clair de leur temps dans la canopée. Aucune autre créature ne se déplace aussi adroitement. Les articulations du poignet et de l'épaule sont très mobiles. Ils possèdent de longs bras musclés. Ces adaptations leur permettent de se balancer aisément, de branche en branche. Même si d'autres singes utilisent cette technique, les gibbons sont des spécialistes. Quand un intervalle entre deux arbres est trop grand, ils sautent. Aidés par la gravité, ils donnent l'impression de voler. Ils peuvent voyager de cette manière durant des heures, en dépensant peu d'énergie. Leurs déplacements sont d'une grande fluidité. Leur aptitude, peut-être la plus impressionnante, est la façon dont ils naviguent dans l'espace tridimensionnel de la canopée. C'est bien plus compliqué que de courir sur le sol. S'ils se trompent dans la branche à saisir, la chute sera longue. Un nouveau-né s'accroche au ventre de sa mère alors qu'elle se meut parmi les branches. Dès leur naissance, les bébés gibbons sont confrontés à ce mode de vie. Le bébé apprend à ne pas lâcher. Il a la force nécessaire.
La plupart des bébés naissent à la fin de la saison humide, quand il y a une abondance de fruits. Cette femelle-ci a un bébé légèrement plus âgé. Alors que son partenaire profite d'une sieste, elle emmène son petit là où il peut apprendre à se mouvoir. Pas mal pour un premier essai. Mais comme toutes les mamans, elle ne peut quitter son petit des yeux une seconde. Les gibbons ont développé cette incroyable physique dans un seul but: se nourrir. Dénicher un arbre chargé de fruits est simple. Atteindre les fruits s'avère plus compliqué. C'est en cela que ces singes excellent. Leur extraordinaire aptitude leur permet de se mettre dans des positions étonnantes. Rien n'est hors de portée. Ils utilisent leurs pieds et leurs mains de façon similaire au sommet des arbres. Quand une branche ne semble pas suffisamment solide, le gibbon répartit intelligemment son poids pour continuer de se nourrir. Et même s'il vacille parfois, il parvient toujours à se rattraper. Ce qui semble facile relève d'un exploit dont l'homme est incapable. La force incroyable de leurs bras vient du fait que les deux muscles de l'avant-bras fonctionnent ensemble. Mais cette force a un prix. Les gibbons ont une dextérité limitée au niveau des doigts. Ils peuvent bouger aisément le pouce et le petit doigt, mais les 3 doigts du milieu ne peuvent pas bouger de façon indépendante. Un prix à payer relativement faible pour ces maîtres du mouvement. Le gibbon est doté d'un physique diablement efficace, parfaitement adapté à la vie des cimes. Plus loin, sur le Mékong, un autre animal a pratiquement évolué dans la direction opposée. Un oiseau étrange qui a sacrifié l'art de se déplacer pour l'art de se montrer. À l'aube, un paon mâle signale sa présence.
Le plumage sophistiqué du paon est une véritable merveille. Une façon d'afficher sa richesse génétique et d'attirer la femelle. La femelle sélectionne un mâle en fonction de la qualité de son plumage. La taille et la quantité des taches en forme d'œil importent. Mais cette beauté est aussi un handicap. Elle interdit tout vol et fait la joie des prédateurs. C'est tout l'enjeu. La beauté est un fardeau que seuls certains mâles peuvent porter. En choisissant son partenaire, la femelle obtient plus qu'une collection de jolies plumes. Un mâle à l'apparence majestueuse doit avoir également la force nécessaire pour survivre. C'est une qualité génétique qu'il transmettra à sa descendance. Les forêts qui poussent le long du Mékong sont parmi les plus anciennes de la planète. Une grande variété d'animaux vivent côte à côte, chacun ayant adopté une stratégie différente pour affronter le danger. Ces variations sont notables quand on étudie la façon dont les oiseaux nichent. Tous ont la volonté de protéger leur nid des nombreux prédateurs de la jungle. Certains nichent en hauteur pour être autant que possible hors de portée. Ces moineaux très colorés façonnent des nids en forme de panier. D'autres choisissent la discrétion. Une citelle veloutée dissimule son nid dans le creux d'un tronc. Elle fait des allées et venues, le bec rempli d'insectes pour nourrir ses petits. Elle essaie de ne pas attirer l'attention d'un lézard qui rôde. Le nid d'un pic de Bonaparte tout proche est menacé. Le lézard a capté l'odeur de ses petits. Le bec de la femelle suffit à le faire renoncer. D'autres oiseaux ont opté pour une toute autre direction. Ils délaissent les hauteurs pour le sol. Un couple de brèves à ailes bleues ramasse des vers pour leurs insatiables rejetons. Leur nid parfaitement camouflé se situe au niveau du sol, au milieu des bambous. Le nid dissimule le plumage vif des petits, comme des parents.
L'engoulevent, lui, est expert en subterfuge. Sa silhouette et son plumage se fondent littéralement dans le tapis de feuilles. L'engoulevent ne s'embarrasse pas d'un nid. Il se satisfait du sol de la forêt. Pour le prédateur, l'oisillon est presque invisible. Une approche toute simple. De retour chez les macaques à face rouge, où il y a de nouvelles bouches à nourrir. Ce bébé est né dans la nuit. Elle est propre, sèche, prête à être présentée. Tout le monde souhaite voir la nouvelle venue. Ses premiers pas sont peu assurés. Elle tient tout juste sur ses pattes. Elle apprend à s'adapter au monde. Tout n'est que découverte. Elle tétera durant 1 an environ. Mais dès qu'elle sera plus hardie, sa mère la laissera gambader au milieu de la troupe. Chez les macaques à face rouge, les mères sont plus détendues que chez d'autres espèces. Elles se réjouissent de voir leurs petits explorer les environs dès leur plus jeune âge. Mais comme beaucoup de petits, parfois, ils se montrent trop téméraires. Cette mère se montre confiante. Les autres femelles n'enlèvent pas les bébés, comme cela arrive souvent chez les autres macaques. Les macaques à face rouge sont des animaux sociables, attachés à leur communauté. Un mâle vient même aider à prendre soin des petits. Un comportement inhabituel chez de nombreux macaques. Elle navigue au milieu du groupe et noue des liens avec ses aînés. Malgré toute cette attention, parfois un jeune macaque ne souhaite que sa mère. Mais obtenir un câlin n'est pas toujours simple. Surtout quand la maman grimpe aux arbres.
Redescendre pose également problème. Il se laisse donc emporter. Pour l'instant, ce jeune est le centre de l'attention. Mais comme tous les mâles, il finira par être rejeté de la troupe. Il devra trouver un autre groupe de macaques et s'y imposer, comme l'a fait son père avant lui. Tous ces animaux vivent au bord du Mékong depuis des générations, tout comme les hommes. Depuis des milliers d'années, les communautés qui vivent le long du Mékong dépendent du fleuve et de ses ressources. Dans les collines qui surplombent le Mékong, une fille d'un village local cueille des feuilles de mûrier, élément essentiel d'une industrie vieille de 5000 ans. Les vers à soie de l'élevage familial ne mangeront rien d'autre. Le ver à soie est la chenille du Bombyx du mûrier, sans doute l'insecte le plus important d'Asie. Le processus de fabrication de la soie débute par la ponte des œufs. Quand ils éclosent, débute la ruée sur les feuilles de mûrier. Les chenilles grandissent rapidement. 25 jours et 4 mues plus tard, la fabrication des cocons peut commencer. Chaque chenille tisse un cocon à l'aide de ses glandes salivaires. C'est ce cocon qui intéresse les hommes. Extraire la soie est un art délicat. Chaque cocon est fait d'un seul fil de soie de 300 à 900 mètres de longueur. Les vers sont considérés comme des mets délicats et sont vendus sur les marchés aux côtés d'autres produits peu communs. Le gibbon lard se réveille au lever du soleil. L'adulte mâle, par ses cris, marque le début d'une nouvelle journée. Son chant peut être entendu dans un rayon de 7 km. La mise en route est lente, mais la troupe va se déplacer une grande partie de la journée. Le petit déjeuner est la première des priorités. Ces singes ne sont pas difficiles. Ils préfèrent les fruits, mais ne bouderont pas les feuilles, les insectes ou même des œufs d'oiseaux. Les gibbons sont des animaux fidèles. Ils vivent en famille, un couple et leurs petits. Il n'y a pas de schéma de domination entre mâles et femelles. Les parents se partagent la responsabilité de la famille.
À la mi-journée, 1 heure de repos. Certains en profitent pour somnoler. D'autres pour se faire épouiller. Ce couple jouit d'un rare moment de tranquillité. La femelle retire avec soin les parasites de l'épaisse fourrure de son partenaire. Il ne s'en plaint pas. L'espoir d'un peu de repos s'évanouit très vite. Leurs petits n'aiment pas être ignorés. Son père sait quand s'avouer vaincu et s'écarte pour que la mère porte son attention sur le petit. Une fois seul, le père se trouve un bel endroit pour paresser en paix. Mais son fils cherche la bataille. Fuir n'aide en rien. Un jeu de poursuite est tout aussi drôle. Au début de l'après-midi, les singes retournent se nourrir. Ils partagent les cimes avec d'autres créatures. Cette proximité comporte des avantages. Au cri d'un rapace, tout le monde se fige. Les gibbons ont appris à reconnaître ce cri d'alerte et se déplacent pour voir de quoi il en retourne. Un varan nage au-dessous. Il goûte l'air de sa langue fourchue. Il aperçut leur odeur. Le mâle avertit la troupe. Le varan est un carnivore féroce qui sait grimper aux arbres. Le rapace sait que son nid est menacé. Alors que le varan atteint la rive, les gibbons s'inquiètent de plus en plus. Les adultes sont en sûreté. Mais si un petit panique et tombe, il ne pourra rien face au varan. Il se sert de sa voix,
celle du chant matinal dans un autre but. Il est rejoint par ses semblables pour tenter d'effrayer le reptile. Le varan hésite. L'intimidation fonctionne. L'union fait la force. Cette communauté a chassé le danger. Le reste de la troupe regarde le lézard disparaître. Le mâle trouve enfin le temps de jouir d'un repos bien mérité. Bientôt, la pluie des moussons passera. Le jeune gibbon apprendra à maîtriser son environnement. Les jeunes macaques trouveront leur place dans la hiérarchie de la troupe. Et le pan trouvera une partenaire. Le Laos est le bijou inexploré de l'Asie du Sud-Est. Le Mékong est le système nerveux du Laos. En parcourant le pays, ce fleuve influe sur le milieu naturel et la vie sauvage. Il découpe des portions de forêt qui offrent un abri à certaines des espèces les plus menacées. Et l'espoir qu'il y a davantage à découvrir.